Donc merci, j'enchaîne sur la communication d'Aïcha pour parler d'une association de deux autres malfaiteurs. Alors il s'agit de l'observation de Monsieur Abbé, c'est un patient âgé de 23 ans, célibataire, habitant Salé, qui a dans ses antécédents des angines à répétition dans l'enfance maltraitée, crise de RAA 3 ans auparavant bien traitée, qui a été référée pour chirurgie et réadressée chez nous pour réévaluation de sa polyvalvulopathie. Donc, c'est un patient qui est asymptomatique et chez qui l'examen en état général était très bien, avec à l'examen un rythme régulier sinusal, un frémissement systolique au foyer mitral avec un souffle systolique au foyer mitral 4/6 irradiant vers les aisselles, un souffle diastolique maximum au bord gauche du sternum irradiant vers la pointe. Les autres foyers étaient libres, absence de signes cliniques d'HTAP et de signes périphériques d'insuffisance cardiaque. Son ECG qui s'inscrit ici en rythme sinusal, on note surtout une hypertrophie ventriculaire gauche diastolique. La radio de poumon de face, on note une cardiomégalie V2, surtout aux dépens du ventricule gauche, avec une pointe sous-diaphragmatique et un débord droit, et une légère surcharge périhilaire, surtout à droite. Donc on fait une échocardiographie, et voilà ce qu'on trouve. Alors une coupe ici parasternale grand axe. Bon, le pointeur ne marche pas. Parasternal grand axe. Et donc, vous voyez déjà ici la valve mitrale qui est épaissie avec l'aspect en genou de la grande valve mitrale, restriction de la petite valve mitrale, l'oreillette gauche et le ventricule gauche qui sont dilatés, les sigmoïdes aortiques qui sont aussi épaissis. On va voir un zoom sur les deux valves. Alors, un zoom ici sur... Ah, d'accord. OK. Alors, un zoom sur la valve mitrale, vous voyez l'épaississement surtout au niveau des bouts distaux avec cet aspect en genou de la grande valve mitrale. Et un zoom sur les sigmoïdes aortiques qui sont épaissis aussi, mais de bonne ouverture. L'oreillette gauche qui est dilatée avec un diamètre antéro-postérieur à 47, l'aorte à 25, et un ventricule gauche qui est dilaté avec 65 de diamètre télédiastolique et une fraction d'éjection qui est à 73%. Donc, on met un Doppler couleur. Alors, vous voyez ici la fuite mitrale qu'on va quantifier plus tard. Et on voit déjà un bout de foyer de fuite aortique qu'on va quantifier aussi plus tard. Une coupe sur les sigmoïdes aortiques qui sont au nombre de 3, avec une fuite aortique centrale au Doppler couleur. Une coupe 4 cavités, l'oreillette gauche qui est dilatée ici avec un ventricule de contraction normale, les valves mitrales qui sont épaissies et de bonne ouverture. Alors, l'oreillette gauche qui est dilatée avec un diamètre à une surface à 24 cm², un volume à 85 ml, avec ici au Doppler couleur, vous voyez la fuite mitrale. Alors, à la différence de l'association précédente RM-IAO, ici l'association de double fuite mitro-aortique, il n'y a pas d'impact dans la quantification de la sévérité des fuites. Et donc, on va utiliser les indices usuels, aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Alors, ici, pour la fuite mitrale, on va utiliser la vena contracta, la PISA. Alors, on a une surface de l'orifice régurgitant à 0,3 cm avec un volume régurgitant à 53 ml. Ici, pour la fuite aortique, la même chose. On va utiliser la vena contracta. On n'a pas pu la voir en parasternal grand axe, ici à 3 millimètres, avec une surface de l'orifice régurgitant sur l'insuffisance aortique à 0,2 cm² et un volume régurgitant à 36 ml. Une PHT à 360 millisecondes et un effet télédiastolique à 0,17 mètres par seconde. Pour la fuite tricuspide, il n'est pas très importante et nous permettant d'avoir une PAPS à 36, disons 45 mm de mercure. Une veine cave qui est fine et compliante. Donc, en résumé, il s'agit d'une double fuite. Pour l'IM, je vous montre un petit récapitulatif de données.
de la quantification de la sévérité de l'IM, une vena contracta à 6 mm avec une surface de l'orifice régurgitant à 30 mm au carré, à 30 mm carré, un volume régurgitant à 53 ml. Pour l'insuffisance aortique, on a trouvé une vena contracta à 3 mm avec une surface de l'orifice régurgitant à 20 mm carré, un volume régurgitant à 36, vitesse diastolique dans l'aorte ascendante à 17 cm par seconde et une PHT à 360 millisecondes. Alors, à votre avis, comment vous allez quantifier l'IM? Je crois qu'on a le temps de faire un peu d'interactivité puisqu'on n'est que 3 à présenter. 4? Non? Bon, alors pour quantifier l'IM, on va revenir aux guidelines. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, pour l'insuffisance mitrale, on peut la quantifier en disant qu'il s'agit d'une insuffisance mitrale soit légère, modérée ou sévère. Et pour ce faire, on a des critères qualitatifs, semi-quantitatifs et quantitatifs. Alors, pour notre patient, pour ce qui est qualitatif, on a une morphologie valvulaire qui est anormale, c'est une pathologie rhumatismale. On a le G, il est intermédiaire, avec une zone de convergence, le signal au Doppler continu qui est parabolique et dense. Pour le semi-quantitatif, il est intermédiaire, avec une vena contracta qui est à 6 mm. On a la surface de l'orifice régurgitant qui était à 30 mm carrés et un volume régurgitant qui était chez notre patient à 53 millilitres. Donc c'est un patient qui a une insuffisance aortique qui est modérée, mais il tend vers la sévérité. En fait, c'est très limite. Donc légère non, sévère non. Donc la réponse était modérée. Donc c'est un patient qui a une insuffisance mitrale modérée. Pour l'insuffisance aortique, alors notre patient il a une morphologie qui est anormale, c'est une pathologie rhumatismale. Il a un G qui est intermédiaire avec une courbe au Doppler continu qui est dense, qui a un effet télédiastolique qui était à 17 cm par seconde et qui a une vena contracta à 3 mm, qui a une PHT à 360 et surface de l'orifice régurgitant était à 0,20 avec un volume régurgitant qui était à 34. Donc c'est un patient qui se situe aussi dans la zone insuffisance aortique modérée. Donc c'est bien la réponse B. Alors pour ce qui est de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut proposer à ce patient? C'est un patient qui est jeune, qui est asymptomatique, qui a une double fuite mitro-aortique, qui a commencé à retentir sur le ventricule gauche. C'est vrai que le diamètre télésystolique n'est que de 37, mais le diamètre télédiastolique est à 65. Si on le rapporte à sa surface corporelle, elle est à 38 mm par mètre carré. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour ce patient? Est-ce que vous proposerez un remplacement valvulaire aortique, un remplacement mitral, remplacer les 2 valves ou la surveillance clinique et échocardiographique? 73%. OK. Donc, ça sera la surveillance clinique et échocardiographique. Il y a des diapos qui ont sauté, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Alors, pour conclure, donc c'est un patient qui a 23 ans, qui a des antécédents d'angine à répétition, qui a fait des antécédents de RAA, qui est asymptomatique, qui a une double fuite mitro-aortique modérée, qui commence à dilater son ventricule gauche et son oreillette gauche. Et le message qu'il faut passer, c'est que devant les fuites, le ventricule gauche, il souffre plus que devant une seule fuite. Et donc, il faut guetter la dysfonction ventricule gauche et surtout la dilatation. Et donc, il faut faire une surveillance plus étroite chez ces patients, au moins de façon annuelle, cliniquement et échocardiographiquement. Et je vous remercie. Alors, permettez-moi de vous dire que si vous êtes devant un patient asymptomatique, une insuffisance mitrale modérée, le problème est clair, il n'y a rien à faire.
Le gros problème qui se pose, c'est quand vous êtes devant un patient asymptomatique qui a une insuffisance mitrale importante. Et je crois que c'est le cas. Pour moi, cette insuffisance mitrale, je juge significative. Mais si c'est modéré, de toutes les façons, l'abstention C'est-à-dire qu'il est modéré, est de mise. très limité. Asymptomatique, IM modéré, vous laissez tranquille, il n'y a rien à discuter. Le gros problème, si vous avez un patient asymptomatique avec une insuffisance mitrale importante, c'est ça le gros problème. C'est pourquoi je vous envoie, il y a un collègue qui a parlé de la fraction d'éjection. Vous n'avez pas étudié très bien votre fraction d'éjection par le Simpson-Biplan. Oui, j'ai fait le Simpson, mais la fraction d'éjection est très importante pour la discussion. Et je laisse la parole à la salle. Oui, c'est vrai, la TFA, quand on a deux fuites modérées, ça peut être équivalent à une fuite importante. En fait, dans l'ancienne classification des fuites, peut-être l'insuffisance mitrale était grade 3 et l'insuffisance aortique grade 2. Mais dans la nouvelle classification, aussi bien européenne qu'américaine, on s'accorde que c'est des fuites modérées. Maintenant, si vraiment, le cas de ce patient, il devient facile, il est asymptomatique et ses mensurations ventriculaires gauche et sa fonction ventriculaire gauche n'atteignent pas les seuils pour intervenir. Supposons qu'il avait par exemple un VG qui était à 45 pour l'insuffisance mitrale ou une fraction d'éjection qui est inférieure à 60, on devrait intervenir. Et parce que les doubles valvulopathies posent un problème d'évaluation, c'est l'échographie, mais aussi un problème de décision. Ouais. Là, un patient qui a 23 ans, c'est-à-dire que comme tout à l'heure, on peut essayer de dilater la valve mitrale et faire un petit peu attendre les choses on pourrait faire à peu près la même chose. Essayer de voir si, avec le chirurgien, est-ce qu'on pourrait conserver cette valve mitrale, sachant que la conservation des valves mitrales rhumatismales est toujours difficile. Mais si on peut le faire, une insuffisance aortique qui est comme ça, grade 2, on peut aussi attendre et essayer de récupérer un peu le VG, parce que lui mettre deux prothèses, ça serait vraiment quelque chose de... Voilà. Alors, nous, les deux CEC, les deux CEC, ça peut être au bout de 20 ans. Ça peut tenir au bout de 10 ans. Mais si on pense socialement, des fois, on est devant des patients qui, socialement, ne peuvent pas se permettre deux opérations. Ça, chez nous, on fait ça. Mais en fait, dans la littérature, maintenant, si on peut conserver une valve, on peut laisser attendre l'autre valve et c'est important pour le patient. C'est pas ce que pensent les chirurgiens, les experts ici. Alors, moi, je voudrais juste faire Alors, pour les quantifications, moderate, c'est plutôt moyen. Donc, la fuite, elle est plutôt grade 3. Si on... Oui, pour la gradification, voilà, c'est grade 3. Pour la quantification, parce que moderate, il y a un amalgame entre modéré et moderate, c'est plutôt grade 3 que grade 2, quand on dit, nous, en français, modéré. Donc, la fuite mitrale paraît grade 3, elle se rapproche plus du grade 4, donc c'est un 3+, je mettrai, et l'insuffisance aortique, si on doit la quantifier comme moderate, c'est plus un 3- vers le 2. Donc ça, c'est d'une part. Alors, d'autre part, là, quand on lit les dernières recommandations et les derniers textes, effectivement, une fuite modérée ou moderate plus une fuite moderate, ça donne une fuite sévère et on est plus agressif par rapport à proposer le patient vers une chirurgie, parce que le retentissement à la fois de la fuite mitrale et de la fuite aortique vont faire que les dégâts vont être plus importants, la dilatation et le devenir de la fonction systolique ventriculaire gauche qui va se dégrader de façon plus prématurée. Donc, sur ce que j'ai lu et sur ce que j'ai entendu, sur des pathologies comme ça, quand on est amené à aller opérer, on n'hésite pas à proposer un double geste, à la fois sur la mitrale et sur l'aorte. Maintenant, chez ce patient qui a est-ce qu'on ne pourrait pas, pour essayer d'affiner un petit peu, puisqu'il a commencé vraiment à dilater son ventricule, peut-être lui faire un tout petit effort, voir un peu... Oui, on l'a fait. Alors, je ne l'ai pas mentionné, on l'a fait. Il est monté les 5 étages. Voilà, un tout petit effort on a pour, fait les corps.
Très Voilà, bien. bon, il est monté en cardio B sans problème. D'abord, Voilà. pour vérifier qu'il est réellement Il est resté asymptomatique. asymptomatique. Et puis, essayer d'affiner affiner le raisonnement par les nouveaux indices de quantification, d'appréciation de la fonction ventriculaire, peut-être lui faire un dosage de BNP, peut-être lui faire un strain longitudinal global, voir un peu quel est le... Pour essayer, ça ne fait pas encore partie des recommandations claires et nettes pour proposer un patient à la chirurgie, mais bon, c'est des indices qui peuvent aider au raisonnement, un petit effort, un dosage de BNP, c'est facile à faire. Vous avez la possibilité de faire le strain dans votre machine, je le sais, donc pourquoi s'en priver? Je pense que, étant donné que le cas est simple, pourquoi essayer de le compliquer? Parce que de toute façon, c'est un patient qui est asymptomatique et dont le VG n'est pas dilaté, il ne répond pas au il est dilaté. Bon, il est modérément dilaté, mais on est loin du 45, on est loin du 50, on est à 37 de mètres les systoliques. Donc, si je peux me permettre, encore une fois, donc c'est un ventricule qui est dilaté. C'est un patient qui est certes asymptomatique, mais il faut être certain qu'il est asymptomatique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on lui a fait monter 5 étages. Donc, il faut essayer d'approcher et de raisonner pour mieux stratifier le risque du patient et ne pas louper le moment de l'indication opératoire. Moi, non, parce qu'on ne parle pas d'une plastie mitrale, on parle d'un double remplacement. Donc, s'il faut toucher à ce malade-là, il faut remplacer les 2 valves. Donc, il faut vraiment que ça justifie de le remplacer les 2 valves. Il n'est pas question d'opérer très précocement parce qu'on va se retrouver à opérer tous nos patients. C'est pour ça, en fait, qu'il faut multiplier, si vous voulez, les indices pour ne pas louper le timing opératoire. Bon, ça c'est un point de vue. Je vais juste ajouter, dans le cas de la quantification, il ne faut pas oublier dans des situations qui sont comme ça particulières, les TO. Les TO peuvent aussi apporter des arguments. Et quand vous voyez le jet, là, il va jusqu'à la veine pulmonaire. Donc certainement, si vous faites les TO, vous aurez des critères de sévérité de l'insuffisance mitrale. Mais le gros problème, comme vient de dire Aïcha et M. Vignal, c'est la fonction ventriculaire. Surveiller la fonction ventriculaire, et comme vient de le dire Aïcha, vous avez des indices maintenant échocardiographiques avec les nouveaux indices, avec le Doppler tissulaire, annulaire mitral, avec l'étude du strain, avec le dose strain global, mais vous avez aussi les marqueurs biologiques, notamment le BNP. À mon sens, c'est une insuffisance mitrale qui est importante chez un patient qui est asymptomatique, prouvé par une épreuve d'effort. Il a monté les 5 étages sans problème. Donc une surveillance, sachant que la place est très difficile sur les valves rhumatismales, et avoir un patient de 23 ans avec 2 prothèses mécaniques, je le souhaite à personne. Vous avez choisi l'option... S'il vous plaît. Excusez-moi. Dernière question. Dernière intervention, oui. Dernière. Vous avez opté pour l'option wait and see. Ma question est how to do it. Parce que dire surveiller, c'est facile, mais en pratique, on se retrouve soit face à des médecins, des cardio et des patients qui nous harcèlent pour avoir des échographies tous les 3 mois, tous les mois, et dans l'autre extrême, des patients qui, après les avoir rassurés, on les perd dans la nature et on les retrouve plus tard avec des VG complètement... Alors, c'est une surveillance annuelle avec la stricte consigne. Si jamais il fait un symptôme, s'il ressent n'importe quel symptôme, il doit consulter avant. Donc, c'est annuellement, clinique, échocardiographique, électrique et tout. C'est pas 6 mois pour les... Pardon? C'est pas 6 mois pour les fuites assez modérées? Non, asymptomatiques, non. C'est 1 an. Alors, Les guidelines, c'est 1 an. merci. Une jeune femme? Non. Une jeune femme qui est sur le point de se marier, est-ce que vous changeriez d'attitude? Non. Par rapport à ce patient? On va cacher ça à son mari. Non, ce sera la même chose.